En mars 2011, au Japon, la centrale de Fukushima explose. Le monde entier est sous le choc. Dans tous les pays concernés, la question du risque nucléaire va se poser de manière urgente. Certains iront même jusqu'à abandonner la production de cette énergie. En France, dans le pays le plus nucléarisé au monde, avec 58 réacteurs en activité, quels enseignements en a-t-on tiré? Comment gère-t-on aujourd'hui le risque nucléaire? Cette histoire commence le 26 avril 1986 avec la catastrophe de Tchernobyl, en Ukraine. La fusion du réacteur numéro 4 entraîne une explosion, libérant un nuage radioactif qui se disperse en Europe, contaminant la nature et les hommes. Il s'agit de la première catastrophe nucléaire civile de l'histoire. À 2000 km de Tchernobyl, dans les centrales nucléaires françaises, les ingénieurs d'EDF ne disposent d'aucune information. J'avais la responsabilité de mettre en service et d'installer les détecteurs de radioactivité entrée et sortie de site. Les ingénieurs à la retraite. Je me souviens très bien qu'un matin, toutes les alarmes sont parties sans qu'on comprenne pourquoi, donc on est parti sous la pluie. On est allé voir ces fameux détecteurs, on les a ouverts, on les a inspectés, on ne comprenait pas ce qui se passait. On était sans parapluie sous une pluie battante et bien longtemps après, on s'est aperçu que c'est cette pluie qui était responsable de la radioactivité locale. On voyait les chimistes courir faire des prélèvements d'eau à l'extérieur. Et là, on s'est dit, il y a un truc qui n'a rien à voir avec les machines à l'intérieur. Et au départ, là, il y a même une rumeur moi, qui traînait, c'est que c'était une centrale au-dessus. Et les copains appelaient à ce moment-là, de partout, les centrales en France, pour savoir si ça ne venait pas de chez eux. On a fait tout le territoire, on s'est aperçu que ça ne venait pas d'une centrale française, ça pouvait venir que d'autres choses. Mais quoi, on ne savait toujours pas. Quand même moi, si tu veux, ce que j'ai mal vécu dans cette affaire, c'est que je comprends très bien qu'on veuille ne pas provoquer de la panique dans une population, mais au moins que les gens concernés et qui sont spécialistes de l'affaire soient au courant en premier et ne pas se poser des questions sur le niveau de sûreté de leur centrale. EDF n'a rien dit et l'État français non plus, organisant une communication qui nie le risque de contamination lié aux nuages radioactifs. Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors, comment peut-on prévoir son déplacement? Les explications de Brigitte Simonetta. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Je regardais la télévision et on nous mettait un grand stop en disant le nuage ne passe pas au niveau de la France, etc. La députée européenne. Mon mari, à l'époque, était pilote de ligne. Et il m'appelle en me disant attention, il y a eu l'accident de Tchernobyl, il y a plein de mesures qui sont prises en Italie et en Allemagne. Et nous, à l'époque, on récupérait l'eau des toits. Et en même temps, si vous voulez, on pratiquait un peu l'autoconsommation parce qu'on avait un jardin potager, etc. Donc on fait des prélèvements et puis on s'adresse à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Donc on monte à Lyon et là, notre surprise, c'est que quand on a mis les échantillons sous un spectromètre, eh bien, on voyait tous les radioéléments qui provenaient du nuage de Tchernobyl. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Enfin, moi, ce qui m'a motivé, vous voyez, quand j'ai créé la CRIRAD avec un certain nombre de personnes, c'était de se dire il faut se doter de moyens scientifiques pour aller à l'encontre du mensonge d'État. On avait la preuve scientifique qui nous mentait et on a pu faire des procès. En mars 2001, l'Association française des malades de la thyroïde et la CRIRAD, commission de recherche indépendante sur la radioactivité, déposent plainte. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour atteinte volontaire à l'intégrité des personnes. La preuve, c'est le juge Bertholin Geoffroy qui l'a trouvée en perquisitionnant les archives de Matignon en novembre dernier. Elle y a saisi une note manuscrite, non signée. C'est le compte-rendu d'une réunion qui s'est tenue le 16 mai 86, 3 semaines après la catastrophe, au ministère de l'Intérieur. Cette note commence par un aveu stupéfiant. Nous avons des chiffres, dit la note, qui ne peuvent pas être diffusés. Exemple, le lait de brebis,
Des chiffres très élevés, reconnaît la note. 10 000 becquerels par litre, 200 fois la limite légale. Près de 30 ans après Tchernobyl, la CRIRAD continue de relever les zones contaminées en France par le nuage radioactif, comme dans le Mercantour, où les concentrations restent encore très fortes aujourd'hui. Je suis obligé de changer de calibre, le rayonnement est trop fort. 4500 coups par seconde au contact du sol, alors que le niveau naturel est de l'ordre de 50 coups par seconde. Des prélèvements réguliers ont permis à la CRIRAD d'établir la carte des régions françaises touchées par la radioactivité de Tchernobyl. On se trouve face à une telle concentration de radioactivité qu'on peut dire que certains sols sont devenus, et sont toujours aujourd'hui, des déchets radioactifs. L'ingénieur en physique nucléaire. C'est quelque chose qui est profondément choquant. Et ça donne bien la perception de l'intensité de la contamination, du fait qu'elle perdure dans le temps et qu'elle est très étendue dans l'espace, puisque certaines portions du territoire français sont à 2000 km de Tchernobyl. Qu'est-ce qui se passerait en France, et en particulier dans la vallée du Rhône, vu le nombre de centrales nucléaires et vu la proximité de grandes agglomérations, comme par exemple celle de Lyon? Il y a de quoi vraiment se poser des questions. Il faut attendre 2006, 20 ans après la catastrophe de Tchernobyl, pour que l'État français reconnaisse officiellement les cartes publiées par la CRIRAD. Elles montrent que les zones contaminées en France sont essentiellement à l'est du pays, de l'Alsace à la Corse. Roland Desbordes a participé à la création de la CRIRAD. Nos sens habituels, humains, ne permettent absolument pas de détecter la radioactivité. Même à des très fortes doses, on ne sent rien. Et ça, c'est le côté un peu mystérieux. Hein, c'est vrai. Comment se fait-il que des rayonnements, que des particules de très haute énergie, ça devrait faire mal? Eh bien non, on ne sent rien. Pourtant, les dégâts, ils vont être importants. Le physicien. On n'est pas dans la science, on est dans une religion, dans un dogme. D'ailleurs, c'est écrit dans tous les textes officiels, on parle de dogme. C'est là où on est sur une autre planète. Alors, il y a un travail énorme à faire. Nous, on essaye, nous, la CRIRAD, justement de démystifier ça. De dire, mais non, on n'est pas dans une religion, on est dans de la science, de la technique. En gros, vous croyez à l'atome, vous êtes béni en France. Si vous êtes sceptique, simplement, vous êtes banni d'emblée. Dans un cas d'accident nucléaire, il faut toujours être informé au plus près de la réalité pour pouvoir se protéger. Et cette information-là, on ne nous l'a pas donnée en France. Elle a été donnée dans les pays voisins, pas chez nous. On a beaucoup embauché dans la communication, dans le nucléaire, suite à Tchernobyl. Pourquoi pas, mais sauf que c'est de la communication, c'est pas de l'info. Mars 2011. Les bâtiments des réacteurs de la centrale de Fukushima au Japon explosent les uns après les autres. L'accident nucléaire est une réalité que les autorités françaises ne peuvent cette fois-ci ni nier, ni minimiser. En France, cette catastrophe provoque une réévaluation des risques des 58 réacteurs dans les 19 centrales. 8 d'entre elles sont pointées du doigt car elles présentent des risques sismiques et d'inondations. Parmi elles, sur la vallée du Rhône, la centrale de Tricastin. Désormais, des scénarios d'accident sont pensés et l'enjeu est de limiter le risque de fusion du cœur du réacteur nucléaire. Parmi les propositions d'EDF post-Fukushima figure la force d'action rapide pour le nucléaire, la FARN, composée d'agents EDF. Le scénario qui est organisé aujourd'hui sur la centrale de Tricastin, c'est un scénario qui simule un incident concernant donc deux réacteurs de la centrale de Tricastin. Le directeur de la centrale. Qui consiste à simuler une perte totale d'alimentation électrique de 2 des 4 réacteurs de la centrale de Tricastin. Et la force d'action rapide du nucléaire est une force de mobilisation rapide qui permet, en complément de l'organisation locale, de mobiliser en moins de 24 heures des moyens complémentaires d'alimentation en eau, en air et électricité pour venir prêter main forte aux équipes du personnel de Tricastin. Nous avons pu assister à un exercice grandeur nature de cette force. Organisé à l'attention des journalistes,
Cet exercice est destiné à montrer qu'EDF est parfaitement préparé en cas d'accident. Donc, cette force d'action rapide dispose de moyens humains et logistiques déployés localement sur la centrale, avec un système de rotation des équipes qui permet de rester plusieurs jours, donc de rester en appui aux équipes locales de la centrale le temps nécessaire pour maîtriser un incident ou un accident et donc garantir par les moyens d'alimentation complémentaires en air et en eau la sûreté du réacteur. Excusez-moi, le temps nécessaire, c'est très vague, vous n'arrivez pas à me répondre. C'est 2 mois, 3 mois ou... Ça peut aller jusqu'à combien de temps ? Le temps nécessaire. À Fukushima, il a fallu plus de 9 mois pour maîtriser la situation. La force d'action d'EDF peut-elle tenir un délai aussi long ? Je n'ai pas d'informations sur le délai de stabilisation des réacteurs de Fukushima. Le chef de la force d'intervention. Vous ne savez pas combien de temps il faut pour arrêter 3 réacteurs ? Non, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Qu'est-ce qui vous intéresse pas ? Non, mais c'est pas le sujet. Nous n'aurons pas plus de précisions de la part d'EDF. Aujourd'hui, les évaluations sur les centrales sont pratiquées par l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire, un organisme qui contrôle la sûreté des centrales EDF. C'est le gendarme du nucléaire. Il s'appuie sur l'avis des experts de l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, un établissement public placé sous la tutelle de 4 ministères. Alors il y a eu évidemment tout un débat avec les exploitants nucléaires, EDF en particulier, sur jusqu'où il faut aller pour mieux protéger d'un séisme, jusqu'où aller pour mieux protéger d'une inondation hypothétique. L'expert officiel. Quand, dans les années 2000, lorsque l'IRSN a ressoulevé la question est-ce que le niveau sismique est le bon pour les centrales nucléaires, les experts sismologiques d'EDF, pour ne pas les nommer, ont contesté en disant oui, mais enfin il y a matière à débat, etc. Et l'autorité de sûreté nucléaire a décidé de ne rien décider. Quelques années après, l'accident de Fukushima est survenu, et là on nous a demandé de réouvrir ce dossier. Donc les sociétés évoluent, je pense que c'est normal, ça fait partie les risques, si vous voulez, sont appréciés par une société. Les catastrophes font évoluer les mentalités. Mais il n'y a pas que des catastrophes comme Tchernobyl ou Fukushima. Il y a aussi des incidents graves qui se produisent dans les centrales françaises où on a frôlé l'accident nucléaire à plusieurs reprises et la population n'en a pas toujours été informée. Et ce fut le cas, par exemple, à la centrale du Blayais, à côté de Bordeaux. On a eu non pas un tsunami, mais une inondation, je dirais, inhabituelle, mais pas du tout exceptionnelle, à la centrale du Blayais, en 1999. Le physicien nucléaire. Il y avait à la fois une marée, mais qui n'était pas la marée maximale, et une tempête qui a effectivement fait tomber le réseau, donc il n'y avait plus l'alimentation électrique normale, donc il fallait avoir recours au diesel, et un début d'inondation de la salle des machines. Et il a fallu 10 heures aux gens qui étaient là pour récupérer le réacteur. Donc on a failli évacuer Bordeaux. Alors pour évoquer les conséquences des intempéries, nous commençons ce soir par la situation de la centrale nucléaire du Blayais. C'est en Gironde. Cette centrale avait été partiellement inondée lors de la tempête. Et le 28 décembre dernier, le secrétaire d'État à l'Industrie, Christian Pierret, affirmait qu'il n'y avait pas de danger. Affirmation en grande partie démentie aujourd'hui, puisque 2 des réacteurs de la centrale n'ont pas été autorisés à redémarrer. Et il faudra plusieurs semaines au moins pour les remettre en état. On a beaucoup d'exemples de débuts d'accidents et on a eu de la chance. Au Blayais, il y a eu de la chance. Et donc, je pense qu'on ne peut pas bâtir une politique énergétique, et encore moins une politique nucléaire, sur le fait qu'on a de la chance. Au Blayais, près de Bordeaux, la chance a souri. Mais en termes de sûreté, EDF a certaines obligations, notamment à l'égard de l'ASN, le gendarme du nucléaire. En février 2015, dans la centrale de Fessenheim, la rupture d'une tuyauterie a provoqué une fuite de 100 000 litres d'eau dans la salle des machines. Un incident important qu'EDF a présenté à l'autorité de sûreté nucléaire comme un simple problème d'étanchéité. Face à ce manquement grave, l'autorité a réagi en critiquant publiquement le comportement d'EDF à l'Assemblée nationale. Effectivement, on n'est pas content de la manière dont ils ont informé. Alors c'est extrêmement dur de caractériser ce genre d'attitude. C'est évidemment, je trouve ça inadmissible. Mais plus important encore, et ça on a mis comme d'habitude les suites de l'inspection en ligne
Plus important, ce qui m'a frappé dans l'incident, c'est leur empressement à vouloir redémarrer vite sans vérifier tout ce qu'il y avait à vérifier. Nous sommes allés voir EDF pour comprendre pourquoi il n'y avait pas eu d'informations sur les incidents survenus dans la centrale de Fessenheim. Si quelqu'un tombe dans l'escalier, je peux vous garantir que le président ou son représentant de la commission locale d'information, il aura un coup de fil, ne serait-ce que parce que des pompiers vont venir chercher la victime. Et ça, c'est tous les jours sur nos centrales. L'exploitant du nucléaire. Cette politique de transparence fait partie, je pense, clairement de notre culture et fait partie de notre acceptabilité par l'ensemble des populations autour des centrales, mais l'ensemble de la population française. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parfois, il peut y avoir un écart en communication, certainement pas en transparence. Et donc la communication, effectivement, c'est un travail toujours délicat, de bien se comprendre et de bien donner les informations. Nous y travaillons tous les jours. Et donc du coup, c'est pour ça aussi, enfin là, vous m'expliquez pas ce qui s'est passé pour Fessenheim, du coup, non. Comment ça se fait? Non? Vous voulez pas me parler de Fessenheim? Non. Parler du risque nucléaire et des incidents dans les centrales ne semble pas faire partie de la politique de transparence d'EDF. L'ASN, le gendarme, est donc là pour faire en sorte que la sûreté ne soit pas oubliée au nom des intérêts économiques. Ses pouvoirs, dresser des PV, des rappels à l'ordre, ou encore l'arme suprême, arrêter un réacteur. Entre les deux, rien de bien dissuasif. On souhaite avoir des moyens de sanctions renforcés. Je dirais que dans 90% des cas, les outils qu'on a de par la loi de sanctions, qui existent déjà, suffisent très largement à faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre dans les délais voulus. Mais il y a 10% des cas où effectivement c'est plus compliqué. Le gendarme du nucléaire. Ce qu'on a obtenu par la nouvelle loi, future nouvelle loi sur la transition énergétique, qui a renforcé globalement nos missions et nos pouvoirs, c'est la capacité d'infliger des amendes journalières. Tant que vous êtes en infraction, tous les jours, vous payez une certaine somme. De manière, en gros, à vous forcer, à moins de vouloir payer à l'infini, à vous forcer à rentrer dans le rang. Les sanctions vont donc être renforcées. Mais il y a un autre motif de préoccupation pour l'ASN. C'est le grand âge du parc nucléaire français. Tous les réacteurs en France ont été mis en service début 80, fin 80. Et donc toutes ces installations arrivent vers 40 ans à partir de 2020, c'est-à-dire demain. Et mettre à niveau en termes de sûreté, ça veut dire non seulement soigner ce qui ne va pas, éventuellement des défauts, mais ça veut surtout augmenter le niveau de sûreté. Et c'est un enjeu majeur en termes industriels. C'est compliqué techniquement, c'est beaucoup d'argent à mettre, c'est beaucoup de travaux à faire pour améliorer la sûreté de ces vieilles installations. L'autorité de sûreté nucléaire a encore une autre mission, celle d'inspecteur du travail sur les centrales, et en particulier dans les entreprises sous-traitantes. Car EDF sous-traite près de 80% de la maintenance des 58 réacteurs. Aujourd'hui, 23 000 hommes interviennent dans les centrales. On les appelle les nomades du nucléaire. Ce sont les plus exposés aux doses radioactives. À Marcoule, sur la vallée du Rhône, où se trouvent 4 centrales nucléaires, les salariés de Spiden, entreprise sous-traitante d'EDF, font grève pour demander de meilleures conditions de travail. Maintenant, moi, je suis écœuré du nucléaire. Nucléaire, ça me sort des yeux. C'est malheureux de parler comme ça, mais bon, voilà. Le sous-traitant. À la centrale, maintenant, bon, elles vieillissent. Elles prennent de l'âge et ainsi de suite. Certains vannes ou des tuyauteries qui sont dans des états, des fois, qu'il faudrait échanger. Voilà. Et en plus, le client, il nous pousse. C'est qui le client? Le client, c'est l'EDF. L'EDF qui pousse les entreprises à aller de plus en plus vite. Quand on intervient là-dessus, ben c'est fini. On prend des doses à tir larigot. On ne peut pas dissocier les deux. Sous-traitance et sûreté, à partir du moment où les salariés de la sous-traitance réalisent 82% des activités, s'ils sont maltraités, ils risquent de maltraiter la machine. Le responsable syndical. Le risque majeur, c'est le social à l'intérieur. Un séisme peut arriver, une inondation peut arriver, mais ça sera le séisme du siècle ou l'inondation du siècle. Tandis que moi, je vous parle du quotidien des salariés qui interviennent dans les centrales nucléaires. Et j'estime que le danger réel, il est là, il n'est pas autrement. Vous prenez des gens qui mangent des boîtes de conserve, qui dorment comme des chiens à 3 ou 4 dans une chambre,
Et ça devient une bombe à retardement dans les centrales nucléaires au travers du social français aujourd'hui. La sous-traitance a besoin d'être analysée parce qu'il y a une relation potentielle entre la sous-traitance et la sûreté. Si la sous-traitance est mal maîtrisée dans une entreprise, si elle est mal planifiée, si elle est mal exécutée, si elle est mal surveillée, eh bien, il peut y avoir des conséquences en termes de sûreté. Et c'est pour ça que nous faisons des recherches, que nous expertisons ces sujets-là, et que l'autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions sur le sujet de la sous-traitance. Nous avons des expériences de recherche en cours. Moi, mon regret, c'est qu'EDF, par exemple, ait refusé d'y participer. Donc, nous travaillons avec Areva, avec la SNCF, avec d'autres entreprises. C'est dommage que EDF n'ait pas saisi l'occasion de participer à ces travaux qui auraient pu contribuer à la constitution, dans le futur, d'un consensus sur ces questions-là. En matière d'énergie nucléaire, on a le sentiment d'une certaine schizophrénie des pouvoirs publics. D'un côté, on proclame haut et fort la nécessité d'une transition énergétique, et de l'autre... Faut-il, oui ou non, fermer la centrale nucléaire de Fessenheim? C'était l'un des grands engagements de François Hollande. Souvenez-vous d'abord, c'était en 2012. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Voilà, c'était l'engagement numéro 41. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, le projet pourrait être abandonné. Pourquoi? C'est Johan Rolla qui nous explique. C'est la ministre de l'écologie, en personne, qui relançait les spéculations sur l'avenir du site. Il se trouve que sur Fessenheim, depuis, il y a eu des investissements. Il y a eu 500 millions d'euros d'investissements sur Fessenheim. Le nucléaire, c'est aussi une question d'intérêt économique. Selon les dernières déclarations de la ministre de l'Environnement, Fessenheim ne devrait pas fermer avant 2018. D'ailleurs, le scénario envisagé est de fermer, si fermeture il y a, un réacteur à Fessenheim en Alsace et un autre sur le site du Bugey, centrale de la même génération près de Lyon. Tout cela pour ne pas condamner économiquement toute une région. On se demande alors où est passée la question de la sûreté nucléaire dans ce débat économique. Attends, t'as un marteau, toi? Non, on va déjà dérouler ça. On peut avoir un marteau? À Hyères-sur-Amby, à quelques kilomètres de la centrale du Bugey, les associations Stop Bugey et Sortir du nucléaire se mobilisent depuis Fukushima pour demander l'arrêt de l'un des plus vieux réacteurs de France. Sur ces vieilles centrales, il faut se remettre que c'est des installations qui ont été conçues dans les années 70. L'écologiste. 1970, avec du matériel de ces années-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout avec les technologies actuelles, on est avec des technologies qui ont 50 ans, pratiquement. En fait, ils ont aussi un problème pour trouver les pièces détachées. C'est-à-dire que souvent, les vannes, ils font du rafistolage en prenant une vanne dans un stock, en récupérant une sur une autre centrale. Et voilà, et on est souvent encore en gestion avec des systèmes de régulation antiques, on va dire. Donc ça, c'est un gros problème. Et c'est un gros problème par rapport au projet de prolonger la durée de vie de ces réacteurs à 50 ou 60 ans. C'est une folie, quoi. Tout ce qu'il vous raconte, c'est un minoritaire, 2% de la population. C'est possible? Vous les arrêtez 5 minutes? La population est pour le nucléaire ici. Vous voulez pas vous arrêter 5 minutes qu'on parle? Vous pouvez rester pas dessus. Dans la région, parmi la population, les opposants sont peu nombreux. Et on peut le comprendre, car l'avenir semble radieux sur la commune de Saint-Vulbas, où se situe l'installation nucléaire. Là, les 1200 habitants peuvent jouir des retombées économiques de l'atome. Gymnase, salles polyvalentes, centres aquatiques, les infrastructures poussent comme des champignons. Les gens vivent en parfaite harmonie avec la centrale. Il y a des générations les générations de 25-30 ans ont connu la centrale, sont nées avec la centrale. Le maire. Alors, je ne veux pas vous dire exactement combien apporte la centrale. Simplement, Saint-Vulbas, on a un budget de 10 millions d'euros. L'apport de la centrale dans le budget communal est d'environ 75%, 75 à 80%. On n'en est ni fiers ni honteux, je crois qu'on est là. Bon, on est là pour l'assumer et on l'assume. Avec de telles retombées économiques, est-on vraiment en mesure d'évaluer le risque nucléaire? Certaines rumeurs font qu'on parle que Bugey fait partie des plus vieilles centrales, donc ça c'est complètement vrai, puisque c'est les dates qui le prédisposent. J'ai plus de 60 ans, j'ai jamais vu la terre trembler à Saint-Vulbas, j'ai jamais vu le barrage de Vouglan sauter,
pourquoi il sauterait, pourquoi il y aurait un tremblement de terre. On vit en dehors de ça. Pour nous, l'accident nucléaire, il est possible, mais surtout impossible. Quand des arguments économiques aussi puissants sont en jeu, il est difficile d'envisager l'éventualité d'un accident nucléaire. Pourquoi, après Fukushima et contrairement à l'Allemagne, la France repousse systématiquement l'arrêt des réacteurs nucléaires les plus vieux? Ça n'a pas été jugé raisonnable, voilà. Je pense que économiquement, bien sûr. Bien sûr. Mais en termes de sûreté, s'il n'y a pas d'accident nucléaire avec des rejets, avec une pollution, ça ne veut rien dire un accident nucléaire. Si vous n'avez pas un accident dans une centrale nucléaire qui n'a aucune conséquence à l'extérieur, c'est un accident industriel. Mais comment vous pouvez en être sûr? Mais on n'est jamais sûr de rien à 100%, bien sûr. Décidément, en matière de risque nucléaire, il semblerait qu'à chaque fois, on se heurte à la question de l'arbitrage entre intérêts économiques et sûreté. Mais dans le pays qui a fait de l'atome une véritable fierté nationale, le problème est-il seulement d'ordre économique? Le nucléaire, si vous voulez, est associé à l'image de la France. Alors, il y a eu le nucléaire militaire, maintenant le nucléaire civil. C'est comme si c'est le cocorico français. Tout ce qui touche au nucléaire, c'est l'Élysée qui décide. C'est même pas la ministre de l'écologie et du développement durable. C'est même pas le ministre de l'industrie. C'est l'Élysée. C'est une raison d'État, le nucléaire.